Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution Bancaire Étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution Bancaire Étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI Express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolé, vont en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Bonjour ou bonsoir chers téléspectateurs, chers internautes également. Merci beaucoup de nous recevoir depuis votre poste de suivi. Alors vous êtes bel et bien dans les joutes verbales francophones. C'est vrai que le décor change, mais c'est pour de belles raisons parce que nous sommes à la saison 3 et c'est ainsi parti. Elle se voudra donc particulière et vous réservera beaucoup de surprises. Pour les joutes verbales francophones, vous nous prenez peut-être pour la toute première fois, vous vous demandez, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un concours d'éloquence et de débat structuré avec des candidats. Et à la finale, un seul repartira donc avec le titre de champion des joutes verbales francophones de cette saison 3. Je suis Blandine Makafi-Védomé et c'est un plaisir de prendre cette aventure avec vous. J'espère que vous êtes prêts à vivre beaucoup de suspense, beaucoup d'éloquence et bien sûr des débats aussi structurés les uns que les autres. Eh bien, si vous prenez le programme pour la toute première fois, c'est le moment de concrétiser ou sinon de vous montrer concrètement comment est-ce que se passent ces différents concours au travers des extraits des saisons 1 et 2 que nous avions déjà eu l'occasion de pouvoir faire. Vous avez donc des candidats qui défendent des thèmes mais avec beaucoup d'éloquence et surtout avec en lice la tête d'affiche. Le seul goal à poursuivre, c'est bien sûr être le champion des joutes verbales francophones. Voici donc quelques extraits. Je suis Nouba. À chaque fois que j'ai prononcé cette phrase, l'étonnement était au rendez-vous, se demandant « mais de quoi parle cette fille ?» Eh bien ce soir, je vais lever le voile sur mon origine et vous parler de Kémérida, une belle localité du Togo située dans la région de la Kara, mais que malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas. Mesdames et messieurs les membres du jury, honorable auditoire, bonsoir. Canton de la préfecture de la Bina et se positionnant non loin de la frontière Togo-Bénin, Kémérida a été fondée par un homme appelé Kéméni, qui était d'ailleurs son premier habitant. Et pour la petite histoire, le nom qu'elle porte est en réalité une transformation française de Kéménidé, qui signifie chez Kéméni, comme on le disait si bien par le passé lorsqu'on voulait s'y rendre. 47 km² de pure beauté. Calme pour se reposer et profiter des merveilles de la nature. Je vous parle d'un lieu où on n'a pas tout, mais où le peu qu'on a est de qualité. Je vous parle d'un endroit où vous pourrez vous régaler avec une bonne pâte chaude de sorgho, accompagnée de la sauce de kodoro bien assaisonnée avec du chotou bien frais de chez nous. Je vous parle d'un endroit où les garçons, pour devenir de vrais hommes, de vrais guerriers, passent par Hiling ou la danse de la chicotte, ensuite Evala et pour terminer, Kondona. Étant un canton frontalier, Kémérida est une zone où s'effectuent plusieurs activités économiques et transfrontalières, dont la plus commune est le commerce, qui est d'ailleurs l'une des activités principales de la population, accompagnée de l'élevage et de l'agriculture. Cependant, elle fait aussi face à de nombreux problèmes, tels que la pauvreté, l'accès limité à des soins de santé adéquats, puisque nous ne disposons que d'un dispensaire. Certaines terres agricoles sont pauvres et il est difficile de faire certaines cultures en contre-saison, comme le maraîchage par exemple. Malgré tout, Kémérida n'en perd pas moins sa beauté et sa convivialité. Et vous savez, ce qui serait bien, c'est qu'on l'urbanise. Surtout que sa position constitue un atout majeur de développement s'il y a bien sûr des investissements.
Il serait aussi bien de construire des forages pour les maraîchers. Mais pour réaliser tout ceci, il faut bien avant tout concevoir un plan de développement proprement dit et par la suite rechercher des financements. Ma localité n'est pas la plus parfaite. Oh non, loin de là. Et ce que j'aimerais le plus, c'est l'améliorer pour qu'elle soit développée, enfin plus développée qu'elle ne l'est. Et bien sûr, la faire connaître par tous pour que je n'ai plus à donner de multiples explications et que les gens ne soient plus surpris lorsque je dirai que je suis de Kémérida ou tout simplement, je suis Lougba. Je vous remercie. Un très bon travail. Accroche, technique d'accroche, très bien. Vous avez vraiment capté votre public avec l'entrée en matière. Côté raconter une histoire, c'est bien aussi. Vous avez choisi de faire le style de la conversation. C'est un très bon choix, ça vous va bien. Restez dans ce style. L'usage des mains, très bien fait aussi. Vous n'êtes pas resté avec les mains croisées, etc. Vous avez un peu bougé, on peut mieux faire à ce niveau. Je dois vous dire, en ce qui concerne la vitesse, peut-être qu'il faut baisser un peu. Là, à un moment, j'avais peur. Là. Je me disais, bon, ça c'est le TGV. Là. Il faut que ça se calme. Et vous avez fait une chose. Vous avez dit, ma localité est développée. Enfin, elle devrait être développée. Et votre enfin, vous l'avez avalé. Je trouve que vous avez manqué une occasion. Vous auriez dû dire enfin, d'une manière afin de remettre un peu plus l'accent. J'aurais même dit, que dis-je ? Vous voyez, une manière de faire comme ça. Mais sinon, je vais vous voir bien loin dans cette compétition. C'est une très belle présentation. Tu m'as fait voyager, j'ai découvert, je ne connaissais pas. Vraiment, félicitations. C'était très beau. Que j'avais hâte de vous faire voyager, de vous faire découvrir une localité qui vaut véritablement le détour. Niamtougou, capitale de la préfecture de Doufelgou. Niamtougou dérive de Niamr Tougou et signifie la terre qui tremble ou qui secoue. Avec une population estimée à près de 23 000 habitants, Niamtougou est situé à une trentaine de kilomètres au nord de la ville de Kara. C'est une destination privilégiée pour qui voudrait s'évader après des journées de dur labeur. La région est merveilleuse avec des paysages magnifiques. Vous serez séduit par son potentiel écotouristique. La ville dispose d'un aéroport international qui, de par sa position stratégique, joue un rôle majeur dans la sous-région ouest africaine. Son marché, qui se tient tous les dimanches, constitue l'un des plus actifs de la région. Vous pourrez visiter le centre artisanal Kodani et voir ces sublimes produits artisanaux dérivés du batik. Au titre des potentialités écotouristiques naturelles, on recense des cascades, des sources d'eau et des forêts sacrées avec leurs espèces centenaires. Vous pourrez visiter les cascades de Yaka ou encore la source d'eau Katambolo, réputée intarissable. Le potentiel culturel de Niamtougou est dense et varié. On recense des habitats historiques comme les larges cavités dans les pieds de baobab, sortes de grottes ancestrales où habitaient les anciens hommes. Et vous serez émerveillés de constater qu'aujourd'hui encore, certaines de ces grottes sont toujours habitées. La danse habré, principale danse traditionnelle, constitue une caractéristique emblématique de la localité. Malheureusement, le potentiel écotouristique de Niamtougou est peu connu et peu valorisé. D'une part, il y a des contraintes qui, dans le contexte actuel, se limitent essentiellement à la précarité des infrastructures hôtelières et routières. D'autre part, la cohabitation entre tradition et modernité constitue un défi à relever si l'on veut préserver l'identité culturelle de Niamtougou. En effet, le facteur religieux a entraîné des conversions et l'abandon des pratiques culturelles, vouées à disparaître si des actions de conservation ne sont pas prises. Devant ces facteurs qui menacent d'extinction l'identité culturelle de Niamtougou, il urge de penser des solutions concrètes. À cet effet, toutes les idées sont les bienvenues, pourrait-on dire. La mienne consiste en un plaidoyer pour un développement durable axé sur l'écotourisme. En effet, l'écotourisme peut constituer un levier pertinent de développement de la localité de Niamtougou, car ce type de tourisme n'exige pas de grands investissements de départ et s'intègre facilement aux autres activités rurales. Je vous remercie.
Alban maîtrise très bien son sujet et il sait le rendre. Je crois que pour moi, tu seras également l'un des candidats pour lesquels je serai prêt à me battre. Mais Jerry, même s'il est loso, on n'est pas dans un concours de patriotisme. On est dans un concours d'éloquence. Et monsieur, vous avez été éloquent. N'en demeure qu'il y a quelques coquilles, évidemment, pour lesquelles il faut faire attention. Et la coquille majeure que j'ai relevée, je crois que c'est beaucoup plus l'effet d'accent. Il a voulu choco là-bas un peu, juste un peu, mais ça a donné à cet effet au lieu de à cet effet. Donc, il faut faire attention quand vous utilisez ça. Également, j'ai vu vraiment de l'aisance. Honorables membres du jury, cher public et chers téléspectateurs, bonsoir. Ce soir, je viens vous faire découvrir un village qui est malheureusement très peu connu par bon nombre de personnes. Il s'agit de mon village d'origine, Kambolé, autrefois connu sous le nom de Abolia, qui signifie « nous sommes délivrés de la souffrance ». Oui, souffrance, car en effet, mon village a été fondé entre le 14e et le 15e siècle par un chasseur du nom de Odan Amaun, originaire du Nigeria, qui avait dû quitter Ilé-Ifẹ̀, ville d'origine de la langue anago, suite à des insécurités sociales. Il a dû passer par bon nombre de péripéties, d'obstacles, avant de trouver havre de paix à Kamboli. Kamboli se situe dans la préfecture de Tchamba, à exactement 90 km de Sokodé, chef-lieu de la région centrale. Sur le plan physique, Kamboli bénéficie non seulement d'un sol riche, lui permettant de développer son agriculture, mais il est également connu pour sa richesse forestière, son climat favorable et maraîchère, lui permettant la production d'une diversité de produits tels que le maïs, le manioc, le sorgho et plein d'autres encore. Sur le plan culturel, bien que Kambolé ne dispose que d'une seule fête traditionnelle, Gengele, nous avons plusieurs danses traditionnelles telles que Akoko, Atumbali, Gagalo et plein d'autres encore. Nous avons également des organisations communautaires telles que le CVD qui se charge du développement du village. Malheureusement, ces temps-ci, mon village doit faire face à certains problèmes, tels que l'immigration. Et oui, les jeunes de Kamboli sont obligés de quitter le village pour le Bénin, le Nigeria, suite au manque de structures adéquates. Nous avons également le problème d'éducation, de santé, le nombre d'établissements scolaires et d'hôpitaux étant très réduit à Kamboli. Mon rêve serait alors de réussir à créer à Kamboli un centre de formation, d'instruction et d'orientation, non seulement pour la jeunesse de Kamboli, mais également pour les personnes âgées, car bon nombre de personnes encore vivent à Kamboli avec cette idée selon laquelle seuls les garçons ne peuvent qu'aller à l'école, les filles doivent rester à la maison, bloquant ainsi les ambitions de celles-ci. Kamboli n'est peut-être pas le village le plus beau ou le plus touristique du Togo, mais je vous promets qu'un détour à Kambolé ne pourrait que vous enrichir. Je vous remercie. Je te veux et je te veux. Je veillerai à ce que dans cette compétition, tu ailles jusqu'au bout. Parce que pour moi, tu es enfin, vous voyez comment je suis émue? L'émotion. Oui, je suis émue et je le dis. Je veillerai à ce que tu ailles en finale. Et je veux t'emmener en finale. Et je me battrai contre tout le monde ici pour t'avoir parce que tu as ce qu'il faut pour être un candidat d'un concours d'éloquence. Tu as ce qu'il faut, tu as à donner. Et je le répète encore, je te veux. Je sais que ce n'est pas encore le moment. Je sais que ce n'est pas encore le moment des choix, mais je me battrai que tu ailles en finale et je te prendrai dans mon équipe. Quitte à me bagarrer avec Jerry et moi-même à côté, je sais qu'il ne dit rien, mais je sais qu'il te veut. Je te veux. Donc, sais que... Je ne dis plus rien, je te veux. 3 heures de temps que je vous attends. Et je n'ai pas été déçu, bien au contraire. Je vous ai écouté avec beaucoup de plaisir. Au niveau du verbal, très bien. Excellent, vous contrôlez votre espace, vous bougez. Au niveau du message, beaucoup de substance. Et je vais vous dire, ne vous laissez pas impressionner par les gens qui disent « je te veux », qui laissent leurs émotions prendre le dessus. La vérité, c'est qu'il
il faut quelqu'un qui est capable de rester calme pour vous emmener en finale. Et je pense que ce quelqu'un, c'est quelqu'un qui comprend la signification de votre nom. Et c'est moi. Ah. 4 blanches, c'est un mot du Poitou. Félicitations. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Eh bien, voici un peu de façon pêle-mêle ce qui vous attend dans les joutes verbales francophones ou comment ça se passe. Mais revenons à ce qu'il y a eu très récemment, c'est-à-dire la saison 2 qui a connu son champion, son grand orateur du Togo, Grace Dogblé, qui nous racontera un peu son aventure courant la saison 2 et après son sacre, vu qu'il a remporté un voyage en France. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il l'a vécu? Qu'est-ce qu'il a concrètement fait? C'est le moment de découvrir juste après les extraits des différents candidats participant à cette saison 2. Regardez plutôt. Pourquoi les JVF? Ok. Tout de suite, je dirais les JVF parce que c'est jusqu'ici, selon moi, l'émission en matière d'art oratoire, le high level, le top des tops. C'est que quand tu dis tu as participé à des compétitions d'art oratoire, ok, tu cites. Mais quand tu dis les JVF, je sais que les JVF, c'est ça quoi. Donc, je peux dire, j'ai eu un parcours assez long, assez varié en matière d'art oratoire et tout. Et je me suis dit, je pense que c'est tout ce qui te reste là maintenant. Donc, va au JVF et puis voyons ce que ça donne. Voilà. Ensuite, il y a eu l'épreuve des cartes blanches. Ça s'est fait en 2 temps. Il y a eu une première où il fallait parler de sa culture d'origine et il y a une seconde où il fallait dire en quoi est-ce que c'était un facteur de cohésion sociale, voilà. Donc tout de suite, je peux dire la première jusqu'ici a été le plus beau passage. Bon, pour moi, ça a été le plus beau des passages parce que je me rappelle, j'ai parlé de chez moi, ou du moins de chez mon papa parce que je suis sénégalo-togolaise. Donc j'ai eu à présenter le village de mon papa. Et pour une personne qui ne connaît pas ce village-là, franchement, c'était beau, en fait. C'était beau. Et je me rappelle encore de quand la vidéo est sortie et que j'ai envoyé les liens et tout. Je me rappelle qu'on a envoyé ça dans le groupe du village, apparemment, dans lequel je ne suis pas. Et il paraît qu'il y a eu carrément une fête au village. Il y a des gens qui venaient à la maison familiale, ils demandaient, attendez, c'est qui ça? Parce que on entend parler de nous, on dit oui, ce sont les enfants de Monsieur India et tout. Attendez, donc c'est Binta Indiaye, ça, c'est elle, on dit oui. Et donc, ça a été en quelque sorte pour moi une manière de présenter chez moi, que je ne connais pas bien sûr, et une fierté en quelque sorte, voilà. La seconde épreuve des cartes blanches, je pense que c'est là mon jeudi noir des JVF a commencé. Dès lors où, bon déjà j'arrive, pour moi je dois présenter ma culture d'origine comme facteur de cohésion sociale. Je me rappelle quand nous avait donné le sujet la veille, c'était la nuit ou un truc comme ça. Mais ce qui est sûr, on n'avait pas eu assez de temps. En vrai, c'était censé être une improvisation même. Donc, un truc que je promets, avant d'entrer dans les JVF, je redoutais. Sans blague, les improvisations, c'était vraiment ma bête noire. Et je suis arrivée, j'ai commencé par parler, et puis bim, je me suis tue. À la base, j'étais censée parler des luttes traditionnelles sénégalaises, qui sont facteurs de cohésion sociale. Je commence, je dis danse traditionnelle. Je dis ok, je reprends, je m'arrête. Et bon, je comprends qu'aujourd'hui, ce n'est pas mon jour, en fait. Et là, la panique totale, parce que à la base, on est parti pour avoir 4 cartes blanches et je me retrouve avec 2. Sincèrement, c'est le chaos, c'est le bouleversement total dans ma tête. Je me dis, oh, ok. Mais bon, on garde espoir, on essaie de voir. Et finalement, j'ai été retenue pour la suite. Donc, finalement, Dieu merci. Moi, je n'ai aimé aucun débat parlementaire. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tantôt, avant d'arriver aux joutes verbales, j'ai eu à participer à d'autres compétitions où, justement, l'épreuve de débat parlementaire
était l'une des épreuves. Et dans ces autres compétitions-là, parce que j'ai eu à avoir des retours des amis et tout, moi-même je le sentais, ce n'était pas la Binta qu'on voyait de l'autre côté. Et je ne sais pas pourquoi, mais moi, je n'ai retenu que les critiques négatives. En même temps, elles m'ont permis de recadrer les tirs, de revoir ce qu'il y avait à corriger et tout et tout. Mais ça m'a aussi affectée. Et là, j'ai compris que quand on dit les joutes verbales francophones, c'est un autre monde. C'est de ça qu'il s'agit, quoi. Chez nous, la naissance est considérée comme une source de bénédiction. Chez nous, c'est l'une des plus grandes étapes dans la vie d'un homme chez nous. C'est une fête qui se célèbre de manière spéciale. Et tout ceci, mesdames et messieurs, forme notre culture. Honorables membres du jury, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis originaire du canton de Mission-Tové, situé au sud-ouest du Togo, précisément à 25 km de Lomé. Dans ma localité, quand un enfant vient au monde, c'est après 8 jours qu'il est autorisé à être montré au peuple, s'il est du sexe féminin, et 14 jours après s'il est du sexe masculin. On appelle cette cérémonie videdeto, qui veut dire première sortie du bébé. L'essentiel de cette cérémonie est de rassembler dans une cour très tôt le matin les proches parents. Une personne de la même famille est née le même jour que le bébé par le récupérer des bras de sa mère. Le sort de la chambre, puis le présente au ciel, et ceci 7 fois de suite. À la dernière sortie, une personne jette une calebasse d'eau sur le toit et le bébé reçoit sur le corps l'eau qui en retombe. Tous ces rites visent à protéger l'enfant et le préparent à affronter les aléas de la vie. Dans ma localité, 1 mois après sa naissance, le jeune garçon peut subir une circoncision. C'est une pratique qui consiste à amputer son prépuce pour qu'il fasse dorénavant preuve de caractéristiques masculines de courage. Après sa circoncision, on tue un coq en son honneur pour marquer sa venue dans le monde des hommes. Quelles sont mes relations avec mes coéquipiers? De très, très belles relations. Aujourd'hui, Amira et Merveille ne sont plus mes coéquipières, ce sont mes sœurs. On a vécu de très beaux trucs ensemble. Je me rappelle encore de quand on finissait les débats et qu'on n'avait pas forcément de retour négatif, qu'on n'avait pas forcément de retour positif. On se rassemblait pour pleurer ensemble. On se rassemblait pour pleurer ensemble. Voilà, avec nos accoutrements, on dirait les femmes de pasteur. C'est des filles que j'ai appris à aimer. Elles sont formidables. Les autres, je vous aime, hein, mais... Désolée. Il y a de cela très longtemps, dans les contrées de Tado, 4 amis ont pris la décision de partir en aventure dans une destination qui leur était jusqu'alors inconnue. Allons dans un endroit où qui que tu sois sans émoi, tu sois accueilli chaleureusement. Dans un endroit où solidarité, fraternité, simplicité et obséquiosité seront représentées, se disait-il. Alors, sans plus retarder, ils ont pris le chemin de l'aventure. Après plusieurs jours de marche, enfin, ils trouvèrent cette destination briguée qu'ils appelèrent Bandidi, ce qui signifie terre lointaine. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers téléspectateurs, permettez-moi de me présenter ce soir. Je suis Merveille Dissé Abla, fille de Adjoavi Soglohou et de Roger Dissé. Pour vous ce soir, j'aimerais simplement être Bandidivi. Et oui, vous l'aurez compris, je suis originaire de Bandidi. Situé au nord, au sud du Togo, Bandidi est un village d'à peu près 12 000 habitants. Chez nous, nous avons pour patois le Tala, mais nous parlons également l'Adja, mélangé avec le Mina. C'est nous qui dansons le mieux l'Agbadja, l'Akposo, le Bobobo. La pêche et l'agriculture sont nos activités principales, mais nous faisons également le commerce. Les relations avec mes coéquipiers, hein? Je pense que ça a été un rapport de convivialité, de courtoisie, un rapport de partage. Moi, j'aime
je pense que tous les autres candidats sont beaucoup plus extravertis, sont beaucoup plus libres à s'exprimer que moi. Moi, je pense que dans tout le lot, je suis la personne qui se retire. En fait, alors que les autres, ils ont cette capacité à être sociables, à s'amuser ensemble, à se divertir ensemble, à animer la galerie. Et moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Mais c'est quelque chose que moi, je n'arrive pas à faire, vous voyez. Et en chacun d'eux, je vois des gens vraiment très sympathiques qui m'ont fait passer de très bons moments, même si j'ai du mal à leur dire ça directement. On a passé une soirée ensemble et j'ai découvert le talent de danseuse de Amira, de Rebecca. J'ai découvert le talent de chanteuse de Mademoiselle Merveille. Et j'ai découvert aussi la solidarité, la compassion, l'entraide. Pogeni, Hesia Dome, Sagblefeme, Yo Dome, Ava Dome, Avime. Mesdames et messieurs honorables membres du jury, mesdames et messieurs, vous venez là de prendre connaissance du nom des 6 quartiers qui composent ma ville natale, la ville d'Agou, Agou-Nyongbo. Il était vraiment important que je vous fasse connaître ces différentes contrées de la ville afin que vous arriviez à mieux appréhender la vie culturelle de cette localité. 6 quartiers, 6 petits chefs, tous jouant un rôle important dans les diverses activités de cette localité, notamment la célébration de la fête traditionnelle de Nyongbo, fête de l'Igname, communément appelée Tézan. En réalité, Tézan est la fête traditionnelle principale des natifs d'Agou-Nyongbo et qui se célèbre après la récolte de l'Igname. Et pour la petite histoire, le premier samedi du mois d'août de chaque année, 21 coups de salve réveillaient les populations suivis du tam-tam parlant à Topani et donnaient les couleurs de cette fête. Partis de la cour royale, les chefs du quartier sont transportés dans des hamacs accompagnés d'une jeune fille qui non seulement doit être vierge, mais doit provenir du même quartier que le roi et ne doit pas descendre de la même lignée que ce dernier. Ils sont souvent entourés et conduits par une meute de soldats traditionnels appelés communément Ablafo, ainsi que des adeptes qui, la plupart du temps, entrèrent en transe et sillonnèrent toutes les localités de la ville. Démonstrations de danse, pratiques culturelles ancestrales, prières et hymnes nationaux sont les temps forts de cette célébration. Un autre aspect culturel sur lequel les habitants de Nyongbo se font démarquer, c'est leur amour ardent pour la préparation de cette pâte d'igname que nous appelons tous foufou. Je vous explique. Matin foufou, midi foufou, soir foufou. Vous comprenez donc que foufou est pour la localité ou les habitants de Nyongbo ce que la pâte de maïs est pour certains autres. Et là, je pense fortement aux habitants de ma localité d'origine, ma seconde localité d'origine, Kévé. Je sais de quoi je vous parle. Pour les duels, je devrais affronter une dame, je l'ai dit au duel, et pas n'importe laquelle. Je devrais affronter pour les duels Binta Ndiaye. Nous la connaissons tous, elle est débordante d'énergie. Et elle aussi, de sa part, savait qu'elle allait m'affronter. Donc, de part et d'autre, il y avait, je dirais, de la peur. Je dois dire, c'est Binta après tout, c'est Binta. Donc, c'était vraiment difficile pour moi. Je ne savais pas sur quel angle je dois avoir la fille. Je vais tirer mon épingle du jeu. Mais voilà, on est déjà né. Donc, du coup, je suis allé, j'ai donné mon mieux, j'ai fait de mon possible. Par la grâce de Dieu, voilà. Je pense que l'étape là aussi est laissée aux oubliettes. Je connaissais mon coach André Kani Afanou dans la vie associative. Et je me dis, ma rencontre avec ce grand homme dans cette compétition, en tout cas pour moi, grâce, ce n'est pas du hasard, pas du tout. Et parce que bien avant la compétition, c'est quelqu'un que j'admirais, c'est quelqu'un, je vais dire, il m'a envoûté, le gars m'a envoûté, par ces simples déclarations, quand il me dit, Grâce, tu as un truc incroyable. Les gens me le disent, d'accord, mais quand lui le dit, c'est comme s'il m'envoûtait, il semait quelque chose en moi, et cette chose germait en moi avec le temps.
Donc oui, je connaissais coach André. Je travaillais avec lui bien avant la compétition. Je ne m'attendais même pas à le voir parmi les jurys pour la compétition des joutes verbales. Donc c'était pour moi une joie immense de le retrouver dans ce cadre-là. C'est un gars qui est à la fois peut-être méthodique, mais aussi rigolo, de par sa manière de nous conseiller, de nous parler. Je le vois encore me faire un truc du genre, les gars, vous avez quelque chose à prouver. C'est fascinant, c'est peut-être aussi simple à faire, mais quand on le voit, pour nous tous, il se met quelque chose en nous. Et quand on vient en lutrin, on veut être André. C'est comme si le gars nous soufflait un souffle dans nos corps. Et moi particulièrement, les gens me disent, Grâce, tu deviens André, tu parles comme André, tu fais comme André. Donc, voilà, tous les séances de coaching se passaient dans des atmosphères de convivialité, de fraternité, d'amour. On a beaucoup aimé tout ce qu'on a partagé avec ce temps. Sur ce, mesdames et messieurs les jurés, chers auditoires, très chers téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons à 525 km de Dakar, la capitale du Sénégal. Au nord, dans la région de Saint-Louis, plus précisément, dans le département de Podor, la communauté rurale de Dodel, l'arrondissement de Gamadji, Saré. Si mes calculs et dires sont bons, et je suis persuadée qu'ils le sont, alors nous sommes à Djeri Diouga. Mesdames et messieurs, je suis Poulard, en français, Peul de Djeri Diouga. Pour la petite histoire, Djeri Diouga est un village qui a hérité son nom d'une part de son tout premier habitant, Diouga Bari, qui était un berger Peul, et d'autre part de son caractère lointain, qui en Poulard est désigné par Djeri. Ainsi, Djeri Diouga, c'est tout simplement le village lointain découvert par Diouga Bari. Djeri est composé principalement de 3 quartiers. Les populations y sont majoritairement musulmanes et partagent des valeurs telles que l'hospitalité, la générosité, l'esprit collectif, pour ne pas dire la solidarité, et le respect mutuel, mais surtout celui des personnes âgées. L'agriculture et l'élevage sont les principales activités de ma localité, même s'il faut noter que l'élevage prend le dessus. Chaque année, en début de saison pluvieuse, est organisée la fête des bergers, en Poulard, Yaro, à l'issue bien sûr de laquelle est élu le meilleur berger de l'année. Cette fête est connue pour rassembler, mais également renforcer les liens entre les populations de Djeri et celles des villages environnants. Vous avez certainement eu une fois écho des luttes traditionnelles sénégalaises. Figurez-vous qu'elles sont organisées chez moi en période de Ramadan pendant les soirées. À cette occasion, un grand feu est allumé autour duquel dansent femmes et enfants, jeunes et adultes, jusqu'à l'arrivée des lutteurs. Chez moi, si je peux le dire ainsi, s'il y a bien une chose avec laquelle on ne badine pas au grand jamais, ce sont les liens familiaux. En effet, ceux-ci sont très sacrés. Et pour les préserver, les mariages entre familles sont permis, pour ne pas dire privilégiés. Selon la tradition, les lundis, les jeudis et les samedis sont les jours propices pour les organiser. Chez moi, le courage et la beauté de la jeune fille est mis en exergue par la noirceur de ses lèvres. Courage, parce que c'est à partir des aiguilles que leur est appliqué minutieusement et quotidiennement sur les lèvres jusqu'à l'obtention du résultat, une poudre noire. À Djeri, ce sont les personnes issues des familles comme Indiaye, Lam et Tal qui sont appelées à être chefs de village. Vous l'aurez compris, Djeri, c'est toute une pléthore culturelle. Et les populations, à travers leur mode de vie, ne cessent de montrer que leurs racines ont du sens dans leur existence. Que j'aurais eu plus de temps et je vous aurais dit plus sur ma localité d'origine. Hélas, je dois m'arrêter ici pour l'heure. Pour l'écoute et l'attention, je vous dis Anjaram, merci. Alors, mes coéquipiers, on avait une très belle relation. On est devenus vraiment des frères, des heures de marche. On était devenus des descendants d'Abraham dans cette affaire. On a construit une très belle amitié ensemble. Et Dorcas, Théo, je vous aime énormément, je vous apprécie énormément. Merci beaucoup au JVF de m'avoir fait rencontrer ces belles personnes. Et pour les autres candidats de la compétition, Eziba, c'est la loi de Las Vegas, c'est la loi de Las Vegas. Ce qui s'est passé là-bas reste là-bas. Et pour avoir déjà participé au JVF, je crois que je vous l'ai dit plusieurs fois, I love you so much. Comment je trouve mes concurrents finalistes? Ouais,
crème de la crème. Grâce Doglé, on se connaissait dans la vie. Or, mon jumeau, Grâce, je crois que c'est le gars le plus, je sais pas, il est tellement calme, avec une élégance là, et il te sort les trucs. Bro, on va gérer ton cas, t'inquiète. On est jumeaux, mais je sais que je pense aux autres, mais cette fois-ci, c'est moi. Pas comme c'est... pas comme avec sa grandiloquence, avec son charisme. Pas comme a toujours un truc à dire, quoi. Et tu te dis, mais il fait ça comment? Et c'est tellement... C'est ce qui est bluffant chez lui. Tu te dis, c'est tellement naturel. Tu te dis, mais il fait ça comment? Et Binta, tellement elle était coachée pour le duel. Il faut te rappeler de ça. Binta, go, tu es terrible. Je te promets, tu es terrible. Et Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Moi, chef de l'État, c'est une éducation plus moderne. Nous allons construire 3 nouvelles universités, 1000 salles de classe équipées et des enseignants mieux formés. Et pour répondre aux besoins de l'emploi, nous allons reformer le système éducatif afin de répondre aux besoins de l'emploi sur le marché. Former les jeunes à l'entrepreneuriat. Et aussi, dès la classe de seconde, nous allons orienter les élèves vers des filières pointues en lien avec leurs aptitudes. Ainsi, sur le plan éducatif, il nous faut découdre impérativement avec ce système inadapté pour épouser de nouvelles approches qui prennent en compte les nouvelles technologies et qui mettent en corrélation les programmes d'études et les besoins du marché de l'emploi. Notre avenir, c'est maintenant. Nos valeurs sont devenues des marchepieds. Le patriotisme, oui, le patriotisme est relégué aux calendes grecques devant l'indignation totale et générale. Face à ces constats ahurissants, comment penser l'avenir? Comment penser à venir lorsque le présent est une lutte quotidienne contre la misère ambiante? Comment tourner les yeux vers l'avenir lorsque l'ampleur de l'impunité dans notre État est aveuglante? La technologie, l'innovation seront mes priorités. Parce qu'aujourd'hui, le monde va tellement vite et que la technologie prend le dessus. Il est plus que temps pour nous de faire un avec le numérique. Dès lors, je m'assurerai que chacun et chacune de nous puisse s'approprier les outils technologiques et les adapter à leur domaine de formation. Pour finir, vous l'aurez compris, je m'engage à être la gardienne de nos principes et de nos valeurs, à faire un avec vous pour qu'ensemble, nous partions de zéro pour devenir des héros. Ils diront que ce n'est pas normal, mais parce que j'ai le way, il faut juste me follow. Lui, il faut me suivre, parce que ensemble, il faut me suivre, parce que ensemble, nous n'allons pas que consommer local. Nous allons faire inscrire notre Aïmolo national, notre VI de la présidence et même notre Pédigao de Gaïbor au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ensemble, nous n'allons pas que prendre des risques, nous allons prendre des risques. Le champion des champions. Champion JVF 2023, meilleur orateur. Doglé. Waouh! 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 Coach André Tony est très content. Et le premier vice-champion. La persévérance a payé. Je vais appeler le premier vice-champion, Pacom Bagodjoumé, prix de la révélation des Jeux. Félicitations à Pacom que je vous demande aussi de vationner. Félicitations à ces vaillants combattants. Je suis Grace Kossi Doglé. Je suis juriste de formation à l'Université de Lomé. Je suis le champion à titre des Joutes verbales francophones 2023. Ma participation ou la participation de l'année 2023 n'était pas la première. J'avais déjà connu les Joutes verbales francophones pour la première fois en 2020. C'était la 5e édition à laquelle je n'ai pas forcément réussi.
Je m'étais arrêté à la phase de poule. Je suis reparti à l'édition 2022 où je me suis arrêté également, pas à la phase de poule cette fois-ci, c'était plutôt à la phase de demi-finale. C'était une très belle expérience pour moi parce que les 2 éditions précédentes, je dois dire, m'ont beaucoup appris, m'ont beaucoup enseigné et m'ont beaucoup poussé à reparticiper une 3e fois. Ce qui m'a permis de revenir en 2023, l'édition justement à laquelle j'ai été sacré champion. Ce n'était pas gagné d'avance parce que même si j'ai eu une expérience avec les joutes verbales francophones avec 2 ans de participation d'avance, je dois dire que j'avais quelque part un peu peur d'échouer à nouveau. Mais j'ai plutôt gardé en moi cette voix qui m'a toujours dit d'aller au bout. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, je suis en mission. Et moi j'avais un rêve dans l'aventure des joutes verbales francophones, c'est de devenir l'orateur accompli que j'ai toujours rêvé d'être. Parce que je dois dire que les joutes verbales francophones enseignent beaucoup en termes d'orateur, de construction de soi. Ce n'est pas seulement le côté éloquence ou oratoire, mais aussi en termes de leadership. Et moi, j'ai toujours voulu être un homme assez complet en termes de leadership et d'éloquence. Le 8 avril 2023 reste et restera toujours une date mystique à mes yeux, parce que je dois dire que j'allais à la bataille et ce jour, les émotions étaient mitigées. À la fois, j'étais en joie d'être déjà finaliste, chose qui m'arrive pour la première fois dans l'aventure des joutes verbales francophones, mais aussi un peu peur de ne pas voir le rêve être concrétisé. Mais je dois dire que je me suis entouré de bonnes personnes. Mon coach André Kani Afanoa Passant, que je salue, qui m'a beaucoup soutenu durant toute l'aventure. Et aussi mes amis à moi, un certain Étienne Adjoblé, et d'autres potes que je préfère taire le nom. Alors je ne me suis pas jeté au sol, c'est le sol qui m'a attiré parce que moi-même je n'ai pas compris. Après j'ai revu la vidéo, je me suis dit, Grace, qu'est-ce que tu as foutu? Alors je ne m'attendais pas forcément à la victoire. Parce que la finale, comme vous le savez, c'était en 2 épreuves. Il y avait les plaidoiries. Et déjà, à mon passage de la plaidoirie, j'avais une certaine confiance. Je me suis dit, OK, j'ai fait le nécessaire. Je pense que pour la suite, il faut juste que je garde une certaine sérénité. Maintenant, lors du débat, perso, je n'ai pas eu cette sensation de vraiment tout gérer, d'avoir tout à ma merci. Ce qui fait qu'à la fin des 2 épreuves, je me suis dit, tout peut arriver. Tout peut arriver. Je n'étais pas sûr à 100%. Mais j'étais quand même un peu confiant. Ce qui fait que lorsqu'on m'a appelé, j'étais à la fois surpris et étonné. C'était l'émotion. Et comme je l'ai dit, c'est le sol qui m'a attiré. Effectivement, j'ai bénéficié d'une bourse de stage de 2 mois en France. Je me suis effectivement retrouvé à Paris. Ville que j'ai découverte pour la première fois, comme on le dit, Paris est magique. Je l'ai moi-même vu de mes propres yeux. J'ai vécu de belles expériences, beaucoup d'histoires à raconter. Je pense que si je veux tout dire, on ne pourra pas terminer. Mais ce que j'ai gardé, ce qui m'a beaucoup touché, c'est, je l'ai même dit au travers d'une de mes publications, la famille oratoire n'a pas de frontières. Dans le sens où à Paris, je me suis senti en famille. Ils m'ont très bien accueilli. Ils m'ont adopté, si je dois dire. Je salue de passage toute la Fédération francophone de débat. Je me suis vu en train de juger de prestigieuses compétitions au milieu de prestigieuses personnalités. Au passage, la Coupe de France de débat, le concours Périclès. Je me rappelle du premier jour quand je suis arrivé à Paris. Ils ne m'ont pas fait cadeau. Hein. Tout de suite, ils m'ont mis dans le jury d'une compétition pour juger la compétition d'éloquence d'Argenteuil. Ce fut pour moi une très belle expérience dans le sens où j'ai beaucoup appris. Appris de leur format de débat, appris de leur éloquence, de leur manière de faire, de leur manière de juger, de leur manière de voir l'oratoire. Ça m'a beaucoup aidé d'élargir ma perception de la discipline, parce que pour moi, c'est une discipline. Il faut dire que la Fédération francophone de débat est le plus grand foyer qui rassemble tous les clubs d'oratoire, toutes les associations d'éloquence qui font dans le débat, qui font dans l'oratoire. Pas seulement qu'à Paris, mais dans toutes les villes de la France et même en dehors.
parce qu'il y a même des clubs à Londres, à Genève. Et c'est justement au sein de cette magnifique fédération que j'ai passé mes 2 mois. 2 mois à apprendre de leur éloquence, à apprendre de leur format de débat. Je dois dire que j'ai découvert un nouveau format de débat parlementaire avec la Fédération francophone de débat. J'ai beaucoup appris d'eux. J'ai été invité dans pas mal de clubs d'éloquence. Je cite au passage le club Sorbonne, Nanterre, Révolte-toi, Paris. Il y a plein d'associations qui m'ont accueilli, qui m'ont fait participer à leurs activités, que ce soit en termes de confrontation, de matchs amicaux ou en termes de formation, de partage d'expérience. J'ai beaucoup appris d'eux et c'était une belle opportunité pour moi. Certains nous diront que lorsque nous ne maîtrisons pas un certain nombre de terrains, n'avons pas un certain nombre d'expériences données, on court des fois des risques de ne pas s'en sortir, de ne pas pouvoir tirer son épingle du jeu. Mais nous aurons quand même tort. Car, monsieur Sénat, quand nous comparons les réalités de cette évolution à la vie de Thomas Edison ou encore de Michael Jordan, qui eux, à un moment donné, ils se sont donné le défi de manger davantage, d'échouer encore et encore pour enfin partir à la découverte, à la réalisation de grandes choses. Un exemple plus parlant est mon propre exemple, monsieur Zénan. Et je vous le dis parce que aujourd'hui, je peux clamer être orateur juste par le simple fait que j'ai voulu manger davantage en participant, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais jusqu'à 3 fois de reprise à la compétition d'éloquence qui se passe chaque année dans mon pays, le Togo. Et à la 3e fois, mesdames et messieurs, bien évidemment, j'ai été élu meilleur orateur du Togo. Mon appétit m'est venu juste en mangeant. Si j'ai un message pour les candidats ou candidates de cette édition, c'est que participer aux Jeux de verbal francophone est certainement l'une des belles expériences humaines qu'ils sont en train mais qu'ils se préparent à vivre. Et mon message pour eux, c'est de la vivre à fond. Vivre à fond l'expérience parce que après, il ne faut pas qu'il y ait des regrets. Si vous avez des choses à donner, donnez tout ce que vous possédez à cette compétition. Vivez chaque passage comme c'était le dernier. Laissez de côté le stress parce que le stress, ça fait partie du quotidien de l'orateur. Mais je pense que chaque candidat ou chaque candidate a un rêve, a un objectif particulier. Et peu importe le cours de la compétition, il faut que la personne se dise « à ce pourquoi je me suis inscrit, il faut que j'arrive au bout de la chose ». Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que on peut décider de participer à la compétition, mais il y a les réalités de la compétition. Et les réalités de la compétition peuvent donner des coups durs. Mais c'est aux candidats eux-mêmes de rester inébranlables, de se dire « je sais pourquoi je suis venu, j'ai des choses à prouver » et qui profitent de chaque instant pour prouver de quoi ils sont capables. Et s'ils ont la chance à leur côté, la grâce et tout ce qu'il faut, peut-être, ils verront leurs rêves se réaliser. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Alors voilà que nous y sommes pour la saison 3. Oui, grande saison particulière pour ces joutes verbales francophones parce que celle-ci est inscrite sous le label Impact Eco, ce qui amène donc d'autres activités intéressantes au-delà des concours et débats d'éloquence ici même qui auront lieu avec les différents candidats. Ils ont été plusieurs à s'inscrire pour cette saison 3. Ils ont été sélectionnés et ensuite ont suivi des formations histoire de parfaire leurs âmes pour encore mener à bien leur éloquence, pour être mieux outillés à séduire les juges et coachs auxquels ils feront face. Ils ont suivi des formations, comme je vous le disais. C'était avec des coachs minutieusement sélectionnés, histoire de leur donner tout et tout pour aller à la chasse de cette place du grand orateur du Togo à l'issue de cette saison 3. Ils ont été en compagnie de Farida Mustafa, de Florian Nialé et de Pierre-Damien Fougou. Regardez un peu ce que ça donne en image. Parce qu'il faudrait qu'on accepte que tout le monde n'ait pas encore la capacité de soutenir le regard du public. Je ne vous condamne pas. Parce que même moi, j'ai conseillé cette astuce-là.
Je répète encore une fois, pour les débutants. Parce qu'a priori, parce que normalement, on doit regarder son public. Et ce, pour plusieurs raisons. On doit regarder son public. Maintenant, je m'en tiens d'abord aux débutants qui n'ont pas encore la capacité de regarder le public. Vous pouvez le faire, mais sachez que c'est dans votre désavantage. Sachez qu'il y a des choses que vous laisserez passer. Je prends un exemple simple. Imaginez que JVF, on ne vous met pas le chrono, donc c'est arrivé lors de plusieurs compétitions. Hein. Le chrono n'est pas devant. Mais vous êtes en train d'excéder le temps. Vous avez des gens qui vous disent pour vous sauver la vie. Parce que les membres de jury vont vous enlever les points. Mais on vous fait des signes. Mais parce que justement, vous ne regardez pas le public, vous êtes focus derrière là-bas, de peur de se laisser déstabiliser, vous parlez. Il y a certaines personnes qui parlent pendant 1 minute en plus. C'est dangereux. Mais si vous regardiez le public, vous aurez vu ces personnes-là qui vous font des signes. C'est important. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas encore, d'où l'importance de se connaître. De quoi je suis capable actuellement. Si vous sentez que vous n'êtes pas encore prêt, bon, ça peut aller, j'irai comme ça, mais entraînez-vous à regarder les gens. La plaidoirie est originellement un exercice réservé aux juristes et spécifiquement aux avocats. Parce qu'on ne plaidait qu'à la cour. Mais de façon élargie, la notion a été répandue à plusieurs autres activités qui n'ont rien à voir avec le droit. On utilise abusivement le mot plaidoirie. Normalement, si on est dans un contexte non juridique, on est en train de faire un plaidoyer qui n'est pas une plaidoirie. Mais nous acceptons de faire ce tampon aux juristes pour pouvoir en réalité défendre certaines idées et nous placer dans le contexte de la défense des opinions pour un objectif particulier. Ce qui suppose que l'exercice de plaidoirie doit répondre à une certaine rigueur scientifique. Quand on écoute une personne qui fait une plaidoirie, on doit retrouver ce qui fait en réalité d'un discours un discours de plaidoirie et pas qu'un simple discours. Parce que, attention, la plaidoirie, ce n'est pas quand même un discours. Le débat, c'est un échange entre deux personnes qui ont des perceptions différentes, on ne va pas dire opposées, mais qui ont des perceptions différentes d'une situation ou d'un fait. Le débat, autant que la plaidoirie, obéit aux mêmes règles. Une introduction, un développement et une conclusion. Seulement que le débat peut être réglementé, comme dans le cadre des compétitions qu'on aura. Une personne parle avec son temps et une autre parle avec son temps. Ce ne serait pas un débat au foot où on peut s'arracher la parole quand on veut. Ça, c'est l'avantage. Mais au niveau du débat, j'aimerais insister sur le débat, n'est-ce pas? Donc, le débat n'est pas un monologue. On n'est pas là pour soliloquer, se parler à soi-même, où chacun parle pour lui et part. On est là pour débattre. Et qui dit débat, dit donc contradiction, attaque par rapport au raisonnement, et on ressort ce qui est insuffisant chez l'adversaire. Toi, il faut préparer ceci. Hein. Donc, si tu prépares ça, tu viens, tu plaques. Hein? On t'a dit tu ne peux pas faire plus. Et l'autre également prépare, si bien qu'en fait, nous sommes à un concours, chacun fait son discours de son côté. Un autre vient faire également son discours de son côté. Il n'y a pas en fait de débat. Donc, lorsqu'on se rencontre dans la rue, on est en train, si tu le suis, je pose un sujet. Est-ce que toi, tu penses que c'était normal pour le Mali, le Burkina, des États putschistes comme ça, de sortir de la CEDEAO? Ah, vraiment, je pense que c'est normal. Hein. Ils doivent sortir de la CEDEAO. Parce que, moi, je ne suis pas d'accord. Si tu dis que c'est ceci, en fait, c'est ça le débat. Et c'est ce qu'on veut voir. Ce qui suppose que le débat est un exercice plus difficile que la plaidoirie. Puisque vous ne savez pas les arguments que vont présenter l'autre. Mais vous êtes obligé de vous y préparer et de l'attaquer au pif, en raisonnant de façon scientifique, logique, cohérente. Un exercice de débat va vous prendre beaucoup de temps parce que pour un débat, vous êtes obligé d'être aussi bon pour le pour que pour le contre. Il y a un thème que j'ai découvert récemment, c'est un terme psychologique qui s'appelle l'impuissance apprise. Est-ce que vous savez ce que c'est, l'impuissance apprise? Quelqu'un a une idée?
Vous voyez généralement, je prends l'exemple très simple, un enfant qui a 3 ans ou 4 ans. Si vous confrontez cet enfant-là à des problèmes d'adultes, à des problèmes, je dis n'importe quoi, à des problèmes de quelqu'un qui a 18 ans ou 22 ans par exemple, l'enfant, parce qu'il n'a pas les moyens ou les outils pour résoudre ce problème-là, va développer une impuissance qui, dans toute sa vie, va lui dire que tu ne pourras jamais résoudre des problèmes dans ta vie. C'est-à-dire qu'on apprend une certaine impuissance. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les études, du moins chaque fois qu'on suit des formations, il y a des degrés, il y a des niveaux. Parce qu'une personne qui est en licence 1, on ne peut pas lui remettre un exercice destiné à une personne qui est en master 2. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Chers téléspectateurs, chers internautes, voici donc qui annonce les prémices de cette saison 3 qui se voudra épique et surtout inoubliable. Oui, je peux le dire parce qu'avant de découvrir notre grand orateur du Togo, eh bien, les étapes seront longues, elles seront belles et elles seront tumultueuses avec beaucoup de suspense et surtout des candidats qui vous donneront sûrement envie d'être autant éloquents que au travers de leurs débats et tout ce qu'il y aura à vivre courant cette saison 3. Si vous êtes amoureux des débats éloquents, si vous êtes amoureux de l'art oratoire, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Et pour vous les curieux également, merci de rester et de voir comment ça se passe dans un monde éloquent, tout simplement. On se donne rendez-vous très vite pour la deuxième émission et ce sera avec le même plaisir qu'on vous retrouvera. À très vite.